Une semaine, un dimanche, c'est le magazine dominical de Radio Equinox qui fait le round-up des principaux faits en marquant l'actualité au cours de la semaine qui s'achève. Une semaine, un dimanche, c'est l'analyse des spécialistes, c'est l'expertise des hommes de terrain, c'est le regard croisé des leaders politiques, des opérateurs économiques, des acteurs sociaux sur des questions d'actualité. Une semaine, un dimanche de ce dimanche est mise en nom des réalisations Hervé Nana, préparation et présentation d'Ivoire Pangwa. Merci madame, messieurs, de nous recevoir chez vous. Une semaine, un dimanche, ce dimanche fait un zoom sur une question d'actualité, la mort de Mouammar Kadhafi, le guide libyen tué il y a quelques jours et inhumé au secret par les forces rebelles. Cette actualité nous donne l'opportunité de tirer les leçons de la guerre en Libye et pourquoi pas d'interroger le rôle de l'intelligentsia occidentale et même africaine, pourquoi pas, sur la question. Et pour en parler, nous recevons un universitaire qui a beaucoup travaillé sur la question, très intéressé par toutes les questions qui touchent le continent. Il a été vice-président de l'association des écrivains de l'Afrique centrale. Il enseigne aujourd'hui à l'université de Yaoundé 1, après avoir enseigné à l'université de Lyon 2 en France et à l'université libre de Berlin en Allemagne. Notre invité est professeur des universités en études germaniques, en histoire et en sciences politiques. Il est le patron de la Fondation Afrique Avenir située à Boudabéry, ici à Douala. C'est le prince Bel-Air, prince Koumandoumbe III. Bonjour. Bonjour, de Fanga. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de venir partager avec nous ce moment de réflexion. Je le fais volontiers pour essayer d'apporter ma part pour éclairer nos populations. On ne vous a pas laissé déposer vos bagages, mais je crois que c'est pour la bonne cause. Oui, parce que là je reviens de la foire du livre de Francfort où je peux encore une fois dire que l'Afrique est absente dans certains combats encore lorsqu'il s'agit de gérer le savoir mondial aujourd'hui. Malheureusement, l'Afrique est encore à la traîne. Bon, c'est bien dommage. Mais nous essayons quand même quelques-uns d'être présents sur ce front-là aussi, parce que aujourd'hui, c'est le savoir, la gestion du savoir qui dirige le monde. Malheureusement, en Afrique, on n'a pas encore compris cela. Merci Prince Koumandoumbe III d'avoir accepté de partager ce moment de réflexion avec nous, d'avoir accepté l'invitation de Radio Equinox. Mouammar Kadhafi, on l'a dit, recherché depuis plusieurs mois, a été capturé, tué, puis inhumé dans le secret. C'est une occasion pour nous de revenir sur la vie de ce grand combattant présenté comme un chantre du panafricanisme. Esquisse biographique dressée par Vincent Bika. À 19 ans, Mouammar Kadhafi avait déjà fait les frais de ses idées. En 1961, il est exclu de l'école préparatoire Seba à cause de son activisme politique. Néanmoins, le jeune réussira à étudier le droit à l'université de Libye et puis à entrer à l'académie militaire de Benghazi en 1963. Formation qu'il ira parachever en Grande-Bretagne. Le retour au pays natal 3 ans plus tard ouvre les portes à la vie politique du jeune officier. D'ailleurs, le 1er septembre 1969, Kadhafi chasse le roi Idriss Ier du trône et prend les commandes. Le capitaine de 27 ans qui s'est autoproclamé colonel engage quelques années après une série de réformes. Il réorganise les institutions politiques de la Libye en faisant du pays une Jamaïria, une sorte d'état de masse gouverné par un système de démocratie directe. En 1979, le colonel renonce officiellement au poste de chef d'État et s'arroge le titre du guide de la révolution ou frère guide. Mouammar Kadhafi instaure les comités révolutionnaires en lieu et place des partis politiques et interdit toute activité politique indépendante avec les contrevenants qui sont passibles de la peine de mort. Le guide revêt gros pour l'Afrique, celui dont la garde personnelle constituée de femmes appelées les Amazones pensait aux États-Unis d'Afrique avec une monnaie unique, une seule armée forte de 2 millions d'éléments. Il pensait aussi à la réunification du monde arabe, un rêve que l'homme au discours enflammé ne pourra plus caresser, assis dans son trône, puisque chassé du pouvoir. Quelle ironie!
Muammar Kadhafi, prince Koumanoubé III, tué il y a quelques jours, puis enterré dans le secret. Comment interprétez-vous cette fin de Kadhafi? Est-ce que c'est la fin de la dictature en Libye selon l'entendement occidental? Est-ce que c'est l'échec de la résistance de l'africanisme face à la machine occidentale? D'abord, je voudrais un peu douter que Kadhafi ait été inhumé. Il faudra voir si on n'a pas incinéré son corps pour jeter ses cendres. Mais je vais aller un peu en arrière, parce que quand on parle de certaines choses, il faut comprendre comment les autres nous perçoivent, les autres perçoivent l'Afrique. Et je vais vous donner une citation de M. Victor Hugo, que nous tous, nous avons étudié dans nos écoles. Nos enfants étudient Victor Hugo, qui disait le 18 mars 1879 ceci, en parlant de nous, en parlant de l'Afrique. Cette Afrique farouche n'a que deux aspects. Peuplée, c'est la barbarie. Déserte, c'est la sauvagerie, mais elle ne se dérobe plus. Au 19e siècle, le blanc a fait du noir un homme. Au 20e siècle, l'Europe fera de l'Afrique un monde. Refaire une Afrique nouvelle, rendre la vieille Afrique maniable à la civilisation. Quel est le problème? Tel est le problème. L'Europe le résoudra. Allez, peuple, emparez-vous de cette terre. Prenez-la. Prenez-la. À qui? À personne. Prenez cette terre à Dieu. Dieu donne la terre aux hommes. Dieu donne l'Afrique à l'Europe. Prenez-la. Ça, c'est 1879. Voilà Victor Hugo, que nos enfants apprennent à l'école de l'Afrique. Incroyable. Et voilà ce que tous les hommes politiques, depuis, que ce soit Hitler, que ce soit les autres, que ce soit ceux qui dirigent l'Europe aujourd'hui, pensent au fond d'eux-mêmes. Et je dis bien, parce que vous m'avez interpellé, n'oubliez pas ce que le chef de l'État français, Sarkozy, disait à Dakar, son fameux discours de Dakar du 26 juillet 2007. Il disait: le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Il parle comme Hegel. Le paysan africain qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. En bref, Sarkozy dit que nous ne sommes pas capables d'inventer. Nous ne faisons que répéter la même chose. Bon, je sais que vous savez, beaucoup d'intellectuels ont répondu à Sarkozy depuis. Mais ce que je voudrais dire, il faut bien comprendre que... On a eu l'impression qu'il a un tout petit peu corrigé ce discours dans son message pendant son voyage en Afrique du Sud. Mais on corrige le discours parce que quand on a tapé, on a dit: comment tu peux aller dire des choses comme ça? Il faut corriger. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi-même? Qu'est-ce qu'il y a au fond de toi-même? C'est ça qu'il y a au fond des Européens. Et j'ai bien dit, vous savez, dans mon discours que j'ai fait il y a un mois à l'université de Francfort, j'ai commencé en disant: et ceterum censeo Carthaginem esse delendam. C'est-à-dire, il faut que, je suis d'avis que Carthage doit être détruit. Et ça, c'était 150 000 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que les Européens ont un problème. Il faut détruire l'Afrique, il faut maîtriser l'Afrique. Bon, maintenant, Kadhafi aujourd'hui, ce n'est qu'un cas parmi tant d'autres. Je crois que quand on parle de Kadhafi aujourd'hui, on oublie très vite qu'il y a eu déjà la Côte d'Ivoire il y a que quelques mois, avec Gbagbo, etc. Comment voulez-vous? C'est-à-dire que c'est quand même extraordinaire. Les Libyens sont combien? Ils sont 6 millions de personnes à peu près, n'est-ce pas? Et l'OTAN, c'est 893 millions de personnes qui vont donc lutter, c'est-à-dire contre une population de 6 millions. 28 pays, l'OTAN. 28 pays. 893 millions d'habitants. Voilà. Alors, donc, moi je pense que notre problème en Afrique, c'est que nous n'avons pas compris encore, ou n'avons pas encore eu le courage politique de dire: attention, nous sommes 1 milliard de personnes aujourd'hui. L'OTAN, ce n'est que 893 millions de personnes. Mais l'OTAN est structurée, organisée
parle d'une voix, peut agir comme une seule personne. Tandis que nous, là, 1 milliard de personnes, d'accord, mais en 54 voix différentes. 54 États, c'est quoi ça? Le Cameroun peut faire quoi? La Libye peut faire quoi? Le Gabon peut faire quoi? C'est toujours ce que je dis. Tant que les hommes politiques, la population, les intellectuels, les cadres n'auront pas compris qu'il y a une urgence suprême en Afrique, c'est la réunification du continent africain pour que le continent parle d'une voix. Tant que dans notre politique, on ne comprendra pas, c'est du folklore ce qu'on fait, c'est pas de la politique. Alors, je retiens donc de façon globale que sur la question, vous dites cette mort de Kadhafi est la suite de la conspiration occidentale contre le peuple libyen et contre le peuple africain de façon globale. Et vous dites que la solution, c'est vrai qu'on va revenir sur les solutions tout à l'heure, vous dites que l'une des solutions, c'est fondamentalement la mise en place d'un grand ensemble supra-africain qui va permettre effectivement à l'Afrique de pouvoir porter sa voix de façon plus audible sur la scène mondiale. Et d'ailleurs, je voudrais vous faire remarquer, c'est pratiquement la même lecture que fait le professeur Jean-Emmanuel Pondy, que nous avons interrogé cette semaine sur cette antenne dans le cadre de notre journal, et qui indiquait effectivement que Kadhafi, bien que mort, le rêve panafricain n'est pas terminé. Je vous suggère d'écouter. Pas du tout. Moi, je pense que le kadhafisme va plutôt aller en se renforçant. Parce que ce n'est pas parce qu'on a tué quelqu'un que ses idées, ou la puissance de ses idées, s'en va. Muammar el-Kadhafi n'a pas été un saint, bien sûr, mais il a quand même lutté pour une cause, l'indépendance et la souveraineté économique de l'Afrique. Voilà l'une des raisons pour lesquelles il a perdu sa vie, je crois, parce que cette idée est une idée qui ne plaît pas à tout le monde. Pourtant, on a le sentiment qu'il a pratiquement mené ce combat seul. On a vu l'Union africaine un tout petit peu hésitante au départ pour finalement prendre la position pro-occidentale. Est-ce que cela ne traduit pas un véritable malaise sur le continent en ce qui concerne justement la résolution des questions africaines et ce rapport de force auquel vous faites allusion? Non, j'ai le sentiment qu'on ne regarde pas de près les positions de l'Union africaine et qu'on a tendance à l'analyser de manière très superficielle. L'Union africaine n'a pas du tout, l'Union africaine a refusé de suivre de manière mouveuse ce qu'on lui proposait par rapport aux résolutions de l'OTAN. L'Union africaine s'est écartée des résolutions de l'OTAN, a condamné la position de l'OTAN, a dit qu'elle ne s'associait pas du tout à cela. Cela a été clair. Pour quel résultat finalement? A refusé de condamner ce qui s'est passé, a refusé de s'associer au CNT jusqu'au moment où et la Banque mondiale et les Nations unies ont mis l'Union africaine devant le fait accompli, c'est-à-dire en acceptant le CNT. C'est à ce moment-là que, dans un rapport de force défavorable, l'Union africaine a été contrainte d'accepter le CNT. Professeur Jean-Emmanuel Pondy, quel est le talon d'Achille de l'ONU aujourd'hui? Sa structure, son fonctionnement, ses textes? C'est le fait qu'elle reflète encore une âme qui est disparue, c'est-à-dire l'après-deuxième guerre. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité, par exemple, reflète bel et bien le rapport de force de 1945. Et il est temps pour l'ONU de se réformer avec l'appui et l'apport des concernés, parce que 70% des temps des étudiants, des diplomates onusiens est passé sur des dossiers africains, par exemple. Et dans cette structuration, dans cette reconstruction, l'Afrique certainement sera encore spectatrice. Non, écoutez, le rapport de force aujourd'hui peut se déplacer à faveur de l'Afrique. Sur le plan économique, les États doivent comprendre que nous sommes le continent qui a la plus grande croissance économique mondiale aujourd'hui, avec entre 5 et 6%. Il est vrai que nous partons de loin également, mais en Europe, c'est moins d'1%. En Amérique, c'est entre 1 et 2%. Donc on ne peut pas continuer tout le temps à se lamenter. Il faut aussi reconnaître quand même que les indicateurs économiques sont en train de passer au vert graduellement pour l'Afrique. Maintenant, comment nous mobiliser? Comment croire en l'Afrique? Comment mettre sur pied, par exemple, le NEPAD qui existe? Mais nous n'avons pas tout à fait réalisé les objectifs du NEPAD, bien qu'il ait été lancé voici 10 ans. Voilà, c'était donc le professeur Jean-Emmanuel Pondy, qui est d'ailleurs le directeur scientifique d'un ouvrage qui vient de paraître et qui est
c'est un ouvrage sur lequel on va certainement revenir lorsqu'il sera à Douala. Nous allons certainement revenir sur cette question en rapport avec la voix du Cameroun, la voix de l'Afrique dans le monde, dans le concert des nations. Le professeur Jean-Emmanuel Pondy semble dire, explique, professeur Koumandoumbé III, que bien que Kadhafi soit décédé, cela ne change pratiquement rien sur le kadhafisme qui ira grandissant. Vous partagez le même optimisme? Bon, le kadhafisme, c'est un nouveau terme. On parle ici aussi du biaïsme, etc. Bon, moi, je pense qu'il s'agit de l'unification de l'Afrique. Et c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. C'est un courant qui a commencé avant les indépendances. Les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, les Haïlé Sélassié, c'est ce qu'ils revendiquaient. Et les Européens, après la Deuxième Guerre mondiale, quand ils ont senti la pression africaine pour les indépendances, ils se sont dit, il faut casser ça. Et le mieux pour casser ça, il fallait qu'on crée plusieurs États, et non pas les États-Unis d'Afrique, comme les patriotes africains le réclamaient, et qu'on mette à la tête justement de ces États les gens qui ne voulaient même pas l'indépendance de ces États-là. Parce que il faut, pour comprendre les faiblesses de l'Afrique aujourd'hui, il faut comprendre, si vous voulez, ce qui s'est passé en 1963, c'est-à-dire la défaite de l'Afrique en 1963, quand il a fallu créer, disons, l'Union africaine, l'OUA. Alors, donc, moi je pense qu'il faut voir aujourd'hui, en 2011, comme mon ami Emmanuel Pondy disait, où est le rapport de force aujourd'hui en 2011? Et nous avons la possibilité aujourd'hui d'inverser ce rapport de force. Mais il faut qu'on ait des hommes politiques qui sont là pour travailler pour l'Afrique et non pas pour s'enrichir et se remplir les poches. Non, ça c'est très très important parce que ras-le-bol avec ces gens qui sont là, n'est-ce pas, tout simplement pour s'enrichir. L'heure est grave en 2011 parce que regardez ce qui se passe en Europe. L'Europe est en difficulté. L'Europe n'a plus les moyens de la politique de domination. Et je crois que vous avez suivi ce qui se passe là. Il faut sauver l'euro. Quand on parle de l'euro, c'est l'Europe. L'euro est en train de dégringoler. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Même la Chine, on fait appel à la Chine. Même quand Sarkozy dit que l'Europe peut s'en sortir sans la Chine. Mais la Chine, le Japon, l'Asie, n'est-ce pas, ils sont déjà, ils achètent déjà, grâce à leurs réserves qu'ils ont, n'est-ce pas, ils achètent déjà la dette européenne. Donc, les Africains doivent comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que l'Europe qui a toujours considéré l'Afrique comme son complément colonial, son complément tropical, comme Hitler disait. L'Europe ne veut pas pouvoir vivre sans l'Afrique. On a besoin de ces matières premières. Or, qu'est-ce qui se passe actuellement? Comme la Chine aussi a besoin de nos matières premières. N'oubliez pas que la Chine est devenue le deuxième importateur du pétrole africain, actuellement. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Chine dérange. C'est-à-dire, la Chine qui vient chercher ces matières premières ici, dérange ceux qui considèrent l'Afrique comme leur chasse gardée. Alors, il faut les chasser. Alors, il faut les chasser de Côte d'Ivoire, il faut les chasser de Libye, il faut les chasser du Cameroun, etc., etc. Ça, il faut bien faire cette lecture-là. Or, la puissance financière de la Chine fait qu'aujourd'hui, mais l'Europe en a besoin et les Chinois sont aussi présents chez eux. Et c'est pour ça que je dis que les Africains doivent donc se dire, attention, après la Deuxième Guerre mondiale et après la guerre froide, parce que vous savez, quand il y avait la guerre froide, il y avait deux blocs. Il y avait l'Est et l'Ouest. Et puis l'Est s'est écroulé. Avec Gorbatchev, etc., il n'y avait plus l'Est. C'est-à-dire, il n'y avait plus l'Est comme pouvoir. Donc, il y avait le triomphe des pays occidentaux. Et c'est ce triomphe-là qui continue maintenant. Or, apparemment, ils n'ont plus les moyens de cette politique-là. Et il y a d'autres, le Japon, etc. Le Japon, je crois, a déjà acheté 20% de la dette, de la dette européenne aujourd'hui. Donc, les Africains doivent se dire, mais attention, il faut que nous, maintenant, on s'unisse parce que je répète que le Cameroun ne peut rien, le Gabon ne peut rien, les petits pays-là ne peuvent rien. Ce n'est qu'ensemble, c'est-à-dire avec une Afrique unie, qu'on peut faire quelque chose. À ce moment-là, on va négocier différemment. Et moi, Duval Fangwa, je peux vous dire que dans mes analyses de sciences politiques, j'ai peur qu'on s'achemine vers une troisième guerre mondiale.
J'ai peur qu'on s'achemine vers une troisième guerre mondiale et que les Africains soient encore là en train de danser dans leur folklore là. Ils ne comprennent pas, c'est-à-dire non seulement les enjeux, mais les dangers. Parce que, comprenez-moi bien, si l'OTAN fait ce qu'elle fait là, oubliez la propagande là, on vient sauver les gens, etc. Ça, c'est des bêtises. Quand ils font ça, c'est pour maîtriser tous ces champs de pétrole. Maîtriser ça, toutes ces richesses-là. Et n'oubliez pas qu'avant avant la Deuxième Guerre mondiale, le plan c'était quoi? C'était que l'Europe, Hitler voulait unifier toute l'Europe, mais sous la violence. Aujourd'hui, l'Europe est unie sans Hitler, n'est-ce pas? Mais c'est ce que Hitler voulait faire. Et Hitler disait Eurafrique, Europe et Afrique ensemble. Et comme ça, on va combattre les États-Unis. Mais finalement, on a trouvé une formule aujourd'hui qui fait que les États-Unis et l'Europe vont ensemble au sein de l'OTAN. Et on a pris l'Afrique comme le complément tropical, le complément des matières premières. Là. Bon, si vous voulez, vous Africains, continuer à être les compléments des autres, c'est tant pis pour vous. Alors, je vous avais semblé indiquer, j'ai eu quelques bribes de ce discours que vous avez fait à Francfort, vous avez semblé indiquer qu'il y avait une très forte explication économique. Je veux dire, les raisons économiques étaient davantage plus importantes dans la guerre que l'OTAN, de façon globale, et à mener en Libye. Et vous avez souligné notamment le cas de la France, qui a été le premier pays de la coalition OTAN à bombarder la Libye le 19 mars 2011, en soulignant notamment la question de la quote-part de 35% du pétrole libyen en septembre 2011. Mais, pardon, vous savez, qu'on nous laisse avec la propagande là, de RFI et de tous ces médias là, qu'on nous laisse tranquille. Parce que les Africains ne sont quand même pas des idiots. Ils comprennent, parce que même la femme au marché comprend qu'il s'agit de nos richesses. Il ne s'agit pas. Depuis quand les Européens sont venus nous sauver? Vous vous rappelez quand ils sont venus nous sauver? Depuis le colonialisme, ils ne font que nous exploiter. Aujourd'hui, maintenant, ils sont tellement intéressés par ce qui nous arrive qu'ils viennent nous sauver. En Libye et partout ailleurs, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La Libye livre 76% de son pétrole à l'Europe. Je crois 76 ou 79% à l'Europe. C'est-à-dire à la France, à l'Italie, à l'Espagne, etc., etc. Bon, maintenant que les Chinois, qui n'ont que 11% de ce pétrole-là, commencent aussi à s'investir, mais pas seulement en Libye, etc., mais partout ailleurs, mais il y a un problème. Mais le problème, le fond du problème, pour moi, vous comprenez, je vais vous donner seulement trois éléments. Chaque année, les pays africains devaient payer 500 millions de dollars aux Européens, tout simplement parce qu'on pouvait téléphoner par leurs satellites, etc. Même à l'intérieur, 500 milliards. Or, il nous fallait un satellite personnel africain. Et c'est là où Kadhafi a dit, mais non, je vais y mettre de l'argent. Il fallait un satellite qui ne coûtait que 400 millions. 400 millions de dollars. Nous, on payait 500 millions à l'Europe chaque année. Kadhafi a dit, voilà 300 millions. Je mets 300 millions. Et puis il y a la Banque africaine de développement qui a mis 50 millions. Et la Banque ouest africaine de développement qui a mis 27 millions. Finalement, nous avons aujourd'hui un satellite. C'est grâce à qui? C'est grâce à Kadhafi. Bon, maintenant, aller plus loin. Obama a saisi 30 milliards appartenant à la Libye. Or, ces 30 milliards étaient destinés à la Banque africaine d'investissement de Sirte. Parce qu'il fallait cette banque qu'on devait donc créer en 2011 avec le Fonds monétaire africain. Et le Fonds monétaire africain, n'est-ce pas, devait avoir un capital de 42 milliards de dollars. Voilà. De 2 milliards. Et on sait très bien que ce Fonds monétaire africain, n'est-ce pas, devait être à Yaoundé. Et la Banque centrale africaine devait être à Abuja. Et Kadhafi voulait financer tout cela. Mais ça voulait dire quoi? Attention, c'est ça qu'il faut comprendre. Si maintenant vous avez votre banque africaine à Abuja, et ça devait être réalisé d'ici 2012, c'est-à-dire l'année prochaine, ça veut dire que vous n'avez plus besoin de francs CFA. Ça veut dire que vous avez votre propre monnaie. Et c'est ça que les autres ne peuvent pas accepter. Parce que le CFA, je répète, c'est comptoir français d'Afrique. Et en 1945, on a changé ça en colonie française d'Afrique. Et aujourd'hui, vous ne savez même pas comment. Communauté financière. Voilà, alors il faut arrêter. Hein, il faut arrêter. Il faut arrêter l'ignorance, c'est-à-dire de gérer les gens dans l'ignorance et avec l'ignorance. Alors là, il y a deux problèmes qui se posent. Je veux dire, il y a un problème qui se pose qu'il faut peut-être revoir qu'il faut voir sous deux angles.
le problème effectif de la capacité de l'Afrique à faire face à son propre destin par ses propres moyens, et vous dites qu'il y a deux problèmes à résoudre. Le problème occidental, non. Le problème de l'intelligence occidentale qui devrait peut-être attirer l'attention des Occidentaux de façon globale sur la façon dont ils traitent les Africains, et les Africains eux-mêmes qui devraient se remettre en question et se demander où ils en sont un demi-siècle après les indépendances. Il faut commencer par quoi? Bon, la sensibilisation. D'abord, ce n'est pas les autres qui vont venir vous sauver. Que ce soit les hommes politiques ou l'intelligentsia des autres, c'est vous-même. Bon, moi, j'ai toujours dit que il faut arrêter l'ignorance chez nous. Il faut arrêter de faire à ce que les gens soient dans l'ignorance d'eux-mêmes et de l'ignorance de ce qui leur arrive. C'est le premier drame en Afrique aujourd'hui. L'Afrique après les indépendances. On vous donne des grands diplômes, mais qui ne valent rien. Excusez-moi, je suis professeur d'université de rang magistral. Et je parle vraiment fermement que les diplômes qu'on nous donne là, ce n'est pas pour l'Afrique. Et il est urgent que dans les diplômes qu'on donne à chaque enfant dans nos pays, que ces diplômes servent à développer l'Afrique. Bon, alors, c'est ça la première chose. Et c'est vous-même. Mais si j'ai lancé cet appel à l'université de Francfort, à l'intelligentsia européenne, c'est que j'étais scandalisé. J'ai été 3 fois en Europe disons les 2 derniers mois, et quand je vois la presse, mais je vois que l'intelligentsia européenne ne dit rien, ou bien ils ne font que répéter la même chose que il faut la démocratie en Afrique, etc. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils sont aveugles devant disons, devant toute cette force maléfique de leurs hommes politiques vis-à-vis des pays africains. Et cela, je dis non. Vous, intelligentsia africains, vous savez. Vous ne pouvez pas dire que, oui, européens, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. Les documents sont chez vous, les stratégies sont chez vous, donc vous savez. Donc vous ne pouvez pas continuer à vous taire. Et c'est là où je regrette des gens comme Jean-Paul Sartre. Parce qu'à l'époque, des gens comme Jean-Paul Sartre se lèveraient et parleraient. Donc, mais encore une fois, ce n'est pas eux qui vont nous sauver, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et il faut que le savoir circule en Afrique. Et que les politiques structurent ce savoir-là, mettent les moyens, n'est-ce pas, pour que ce savoir-là puisse entrer dans nos écoles, dans la tête de chacun à qui on donne un diplôme. Monsieur Duval Fangwa, si on vous donne un diplôme en sciences économiques, ou bien un diplôme en sciences politiques ou en sociologie, il faut que ce diplôme soit pour servir votre pays. Or, actuellement, si vous y voyez bien, ce diplôme, c'est pour que finalement, vous rêviez de vous expatrier, partir en Europe et aller travailler là-bas. Ce diplôme-là qu'on nous donne aujourd'hui, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance d'enseigner en France, à l'université de Lyon 2. J'ai eu la chance d'enseigner à l'université de Berlin, à l'université de Yaoundé. Et je vous assure que ce n'est pas les mêmes enseignements qu'on donne. Donc, pour vous, il faut interroger la notion de l'adéquation entre le type de formation et le désir ou le besoin de développement exprimé dans notre société, dans notre pays, sur notre continent. Les autres, c'est ça qu'ils font. Quand vous êtes à l'université française, mais on vous forme pour que la France se développe. Quand vous êtes à l'université en Allemagne, on vous forme pour que l'Allemagne se développe. Mais quand on vous forme ici, il faut aussi qu'on vous forme pour justement où je dis que aujourd'hui l'urgence, c'est l'unification de l'Afrique et que l'Africain se retrouve, soit en harmonie, en accord avec lui-même dans son environnement. Mais quand c'est-à-dire que ce que vous avez appris, c'est seulement sur les États-Unis, c'est sur la France, etc. Et que vous êtes un ignorant sur les problèmes du Cameroun. C'est quel diplôme ça? Voir dans le système éducatif, de façon globale, le type, la façon d'enseigner, les programmes. D'ailleurs, vous avez eu l'occasion de vous exprimer là-dessus pour vous interroger sur le type de formation. Vous avez semblé indiquer que l'essentiel des ouvrages, qui sont d'ailleurs étudiés dans nos écoles ou dans nos collèges ou dans nos lycées, ce sont des ouvrages qui sont essentiellement écrits par les Occidentaux, alors que les ouvrages écrits par les Africains, les Camerounais eux-mêmes, sont boudés sur l'essentiel du territoire national. Moi, je vais vous donner... Moi, je suis Camerounais, non? Je vis ici, non? J'ai écrit 70 livres. Je n'ai même pas encore 70 ans. Ça veut dire que chaque année, pratiquement, il y a un livre qui sort depuis ma naissance. Quels sont les Camerounais qui ont même tenu un seul livre entre leurs mains? Et je vis au Cameroun. Je ne dis même pas à l'école. Vous ne vous trouvez pas qu'il faut changer cette politique-là?
Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas, n'est-ce pas, de génie. Nous avons le génie. Mais si nos politiques, chez nous, sont là pour cacher ce génie-là, mais ça veut dire que c'est pour détruire nos pays. Vous êtes sur la 93 FM, c'est Radio Equinox. Nous émettons de Douala au Cameroun et ce dimanche, donc, nous revenons sur un sujet d'actualité. C'est bien évidemment la mort de Mouammar Kadhafi. Vous le savez, Mouammar Kadhafi a été tué et inhumé au secret par les forces rebelles. Nous revenons donc sur cette actualité avec un invité, c'est le professeur Kouma Doumbé III, le prince Belé, qui, vous le savez, a été vice-président de l'association des écrivains de l'Afrique centrale. Il enseigne aujourd'hui à l'université de Yaoundé 1, après avoir enseigné à l'université de Lyon 2 en France et à l'université libre de Berlin en Allemagne. Notre invité est donc professeur des universités en études germaniques, en histoire et en sciences politiques. C'est le patron de la Fondation Afrique Avenir située à Bonabéry, ici à Douala. Alors, Prince Kouma Doumbé, maintenant que Kadhafi a été tué et que il faut certainement continuer le combat sur le panafricanisme, est-ce que vous êtes optimiste sur la poursuite de ce combat-là? Est-ce que vous avez, en regardant le champ politique africain, le sentiment qu'il y a des héritiers qui se dessinent, des gens qui sont capables de porter ce projet et de le mener à bien? Bon, j'ai toujours eu l'habitude de dire quand les médias m'interrogent que vraiment je prie nos chefs d'État africains dans nos différents pays, nous en avons 54, d'installer un ministère chargé de l'unification de l'Afrique et de l'intégration régionale. Parce que les choses ne tombent pas du ciel. Il faut que les choses soient structurées. Il faut que les choses soient préparées. Et ça ne se prépare pas tout seul. Un ministère des Affaires étrangères n'est pas capable de gérer ça, comme nous avons le ministère des Affaires étrangères dans nos pays. Parce que ça, c'est un objectif primordial à tous les niveaux, pour l'économie, pour la science, pour tout. Et tant que vous... Mais, vraiment, les Européens se sont réunifiés, non? Et maintenant, ils ont vu que seuls, même ça ne suffit pas, ils sont avec les Américains. Et c'est pour ça qu'ils ont l'OTAN. Je ne sais pas si vous avez vu comment ils ont bombardé, ils ont détruit la Libye. Je ne sais pas si vous avez vu. Malheureusement, on cache beaucoup les images, mais moi, quand je cherche, je les trouve. Mais c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Donc, mais quand on détruit comme ça, c'est parce qu'on veut venir reconstruire. On veut gagner les marchés pour reconstruire. Mais ça, c'est quoi là? Quel est ce satanisme-là? Vous venez détruire les gens qui ont épargné leur argent pendant des décennies. Vous bombardez, vous détruisez tout. Et vous êtes les mêmes qui reviennent dire que maintenant on veut venir reconstruire. Et qui va vous donner l'argent? C'est ce pays-là qui doit vous chercher. C'est-à-dire, il faut prendre le pétrole là, etc., leur richesse pour reconstruire. Est-ce qu'on vous avait dit d'abord de venir détruire? Donc, le combat, ça n'a pas commencé avec Kadhafi. C'est pour ça que j'ai dit, c'est depuis, disons, les Kwame Nkrumah, les Sékou Touré, avant l'indépendance, les Haïlé Sélassié, qu'on a dit que l'urgence, c'est les États-Unis d'Afrique. Et dans un monde tel que vous avez aujourd'hui, vous avez 1 milliard, nous sommes 1 milliard. Aujourd'hui, je crois que c'est à partir de la journée d'aujourd'hui que le monde entier, maintenant, nous avons 7 milliards. On a dit que le bébé qui va être 7 milliards, le bébé va naître aujourd'hui. Bon, nous sommes 7 milliards dans le monde. Nous sommes pratiquement 1 milliard sur le continent africain. Voilà, et le continent africain a 1 milliard, mais ce sont des gens qui sont incapables. Parce que seul dispersé là, vous ne pouvez rien faire. Donc l'urgence, c'est de continuer ce que Kadhafi, c'est-à-dire Kadhafi, ce n'est pas Kadhafi qui a eu cette idée, mais Kadhafi a mis les moyens. L'idée, comme je vous dis, c'est depuis. Mais Kadhafi maintenant a dit, bon, moi je mets mon argent là-dedans. C'est ce que je demande à tout chef d'État africain, pour qu'il soit crédible en 2011. Il faut mettre les moyens pour l'unification de l'Afrique. Est-ce que vous avez le sentiment que ces chefs d'État écoutent, ils comprennent? Ces chefs d'État, parfois, sont obligés d'avaler des couleuvres. Il faut bien comprendre. Les chefs d'État qui commencent là, parfois, certains n'ont pas très bien compris, mais les chefs d'État qui sont là depuis un certain temps, ils savent très bien de quoi il s'agit.
Sauf que, vous savez, nous avons fait la même école occidentale. Hein. Quand un monsieur comme Sarkozy, aujourd'hui, peut encore dire que l'Afrique n'a rien fait, n'a rien inventé, etc., ça veut dire qu'il a appris ça à l'école. Mais nous aussi, on a été dans la même école. Donc, même nos chefs d'État ont été dans la même école. Donc, quelque part, on s'est dans le ventre. Bon, mais avec le temps, et dans toutes ces conférences internationales, eux-mêmes, ils voient l'injustice. Ils voient les couloirs d'étranglement. Mais ils sont entre deux problèmes. Rester au pouvoir, parce qu'ils se disent que si je fonce sur l'unification de l'Afrique, ce qu'il faut à l'Afrique, ce qu'il faut à mon pays, les autres là sont au niveau du rapport de force, risquent de m'enlever du pouvoir chez moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je leur donne ce qu'ils veulent et moi je reste au pouvoir. Et donc il se pose ici la question même de la légitimité de ces chefs d'État, non? Mais ça c'est depuis les indépendances. Ça c'est depuis les indépendances. Vous savez pas ce que De Gaulle a fait? Qu'est-ce que De Gaulle a fait? Dans votre pays, qu'est-ce que De Gaulle a fait? Tous ceux qui voulaient l'indépendance, il les a tués ou il les a exilés ou il les a mis en prison. Et ceux qui ne voulaient pas l'indépendance, il a dit bon maintenant c'est vous qui allez gérer. Est-ce que c'est aujourd'hui que ces choses ont commencé? Donc le combat de l'Afrique c'est tout ça. C'est tout ça. Fait à ce que, et moi j'ai toujours dit qu'aujourd'hui en 2011, nous avons besoin de chefs d'État forts dans les pays africains. Parce que si votre chef d'État est fort, si vous êtes derrière lui, au niveau international, il peut négocier. Parce qu'il sait que chez moi là, et voilà. Mais si ils sont fragilisés par nous-mêmes, c'est très dangereux. C'est pour ça que moi ma position a été que nos chefs d'État qui sont là, qu'on soit derrière eux, mais qu'on leur dise attention, voilà la direction. Et là on est vraiment en plein derrière vous. Parce que sinon ils sont dans les petits États que nous sommes là, ils sont trop fragilisés. Et moi, ce sont des Africains, ils sont comme vous et moi. Donc eux aussi, ils ont mal. Hein? Et je vous assure, monsieur Duval-Fangwa, si vous êtes à leur place, peut-être que vous allez dire non, pardon, laissez-moi. Presque au numéro 3, on sort d'une élection présidentielle au Cameroun où il y a eu parmi les candidats un qui semblait porter ce projet, en tout cas qui a développé l'idée du panafricanisme. En tout cas, c'est pas la première fois qu'il fait. Le candidat Hubert Kamgan, par exemple, on a vu le score qu'il a réalisé. De votre point de vue, ça traduit quoi? La difficulté qu'il y a pour les Africains ou pour les Camerounais, puisqu'on parle du cas du Cameroun, à pouvoir s'approprier cette doctrine, ce rêve, cette façon de penser, ou bien il doit avoir un autre problème? Bon, est-ce que la question du panafricanisme, est-ce que vous avez le sentiment qu'au Cameroun, ça rentre progressivement dans les mœurs, dans les habitudes? Est-ce que vous croyez que les gens comprennent de quoi il est question, par exemple, pour ne prendre que le cas du Cameroun? Bon, je ne voudrais pas tellement entrer dans les élections au Cameroun là, parce que c'est un autre débat, un très vaste débat. Pour moi, c'est un gaspillage d'argent. On a gaspillé l'argent du contribuable. C'était pas nécessaire. Parce que la structure telle que notre pays est structuré, n'est-ce pas? J'ai dit avant les élections qu'il n'y a pas match. Tel que les choses sont structurées, il n'y a pas match. Vous n'avez pas une élection à 2 tours, vous n'avez pas de gens qui sont des partis politiques qui sont solides, etc., préparés à l'avance. J'ai dit avant les élections, dans les médias, qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas eu match. Bon, mais maintenant pour revenir à la question du panafricanisme. Je crois que depuis 1960, on nous a développé comme si on était des nations. On n'est pas des nations. Faut pas les gens ne réagissent pas que ouais, mon pays, le Cameroun. Est-ce qu'ils réagissent comme ça? Les gens réagissent au niveau de leur tribu. Hein? Les gens réagissent au niveau de leur portefeuille. Parce qu'ils n'ont même pas. Donc, parce que ces pays aussi ne sont pas des nations. C'est pas à partir de 1960 qu'on va créer des nations. Donc, je crois que dans l'éducation qu'on a donné aux gens, on a voulu focaliser sur ces petits micro-États-là. Et comme ça, la question du panafricanisme a été engluée, on ne comprend même pas l'enjeu. Mais je crois que, et moi c'est mon travail, au niveau de mes livres que je publie, même si les Camerounais ne lisent pas ça, mais au niveau de notre site internet Afrique à venir, c'est ça, c'est-à-dire faire comprendre aux gens que mais, si tu fais des enfants aujourd'hui, qui doivent vivre dans les 10, 30, 40 ans à venir là. Mais si tu ne fais pas tout pour que l'Afrique soit unie, mais ne fais pas ces enfants. Ne fais pas ces enfants parce qu'ils n'auront pas d'avenir. Ils seront les esclaves des autres. Et je viens de Paris là, j'étais à Paris la semaine passée,
Et il y avait des Camerounais qui étaient autour de moi. Je leur ai, qui travaillent là-bas, n'est-ce pas, en France, qui ont de bons postes, etc. Je leur ai dit, c'est bien, mais si vous travaillez là-bas et vous n'avez pas de connexion avec notre pays, avec ce qui se passe, pour qu'on soit ensemble, vous êtes les esclaves des autres, là où vous êtes là-bas. Là. C'est-à-dire que vous travaillez pour eux, pour que leur pays avance, vous êtes des Africains, des Camerounais, etc. Vous avez beaucoup de know-how, mais c'est pour eux que vous travaillez, ce n'est pas pour vos pays. Donc faites comme les Chinois. Parce que les Chinois aussi sont dans plusieurs pays. Mais quand vous allez aux États-Unis, dans une ville, vous voyez un Chinatown. Et quand vous entrez dans ce Chinatown, vous avez les Chinois qui vendent. Tout ce qui est chinois, c'est eux. Même les banques à l'intérieur sont. Vous n'êtes même pas capable de vendre vos millions d'euros à Paris. Il faut aller chez les Chinois encore pour acheter vos millions d'euros. C'est quoi ça? Et vous croyez que vous êtes en train de travailler pour le pays ou pour vous-même? Bon, je peux comprendre la survie individuelle, le besoin de survie individuelle. Mais sache que ta survie individuelle dépend de la survie collective. Et pour nous, cette survie collective, c'est l'unification de l'Afrique. Vous êtes sur la 93 FM, c'est Radio Equinox, nous invitons de Douala au Cameroun. Notre invité ce dimanche, le prince Bellet, le prince Koumandou Betroua, enseignant de l'université, qui analyse donc avec nous une actualité forte, c'est l'assassinat, on va dire ici, de Muammar Kadhafi. Il a été tué il y a quelques jours puis inhumé au secret. Il a dit à l'entrée de l'émission qu'il n'est pas très sûr que Kadhafi a été inhumé. Il pense qu'il aurait peut-être été incinéré et puis ses cendres... Moi, mes dernières informations, c'est qu'il a été incinéré et on a éparpillé ses cendres. Alors, on abordait dans cette question aujourd'hui pour en tirer les leçons, pour comprendre qu'est-ce qui reste d'Afrique après Muammar Kadhafi et surtout quelles sont les leçons qu'il faut tirer de la situation en Libye. Et le prince Koumandou Betroua nous dit qu'il y a un effort à faire, d'abord au niveau de l'intelligentsia occidentale qui doit essayer de faire comprendre aux politiques que leur rôle sur le continent n'est pas le meilleur. D'ailleurs, il a fait un certain nombre de rappels historiques pour montrer que cette intelligentsia d'ailleurs était tout le temps en complicité avec les hommes politiques en Occident pour, qu'on va dire ça, détruire le continent. Il a pris le cas de Hegel, il a pris le cas de Victor Hugo, et il a signalé le cas assez récent de Nicolas Sarkozy, mais il pense que l'autre problème, en tout cas l'autre pan de solution de cette difficulté, c'est bien évidemment les Africains qui eux-mêmes doivent se prendre en charge, qui doivent s'interroger sur la façon dont ils travaillent pour que le continent se lève. Et là, il pense que les hommes politiques ont la lourde responsabilité de remplir cette mission, mais à condition qu'ils soient effectivement soutenus par leur peuple, parce que c'est en ayant des peuples derrière eux que ces chefs d'État peuvent décider, ou du moins se porter une voix beaucoup plus audible dans le concert des nations. Presque comme à Doumbé 3, on va se séparer dans quelques minutes. C'est bien dommage, on aurait souhaité revenir sur une ou deux autres questions. Malheureusement, le temps nous tient à la gorge. Aujourd'hui, donc, peut-être pour sortir, la dernière question pour sortir, s'il faut résumer en quelques secondes les leçons que les peuples africains doivent tirer en ce qui concerne ce qu'on appelle aujourd'hui, à tort ou à raison, en Libye, le dénouement de la crise. Quel dénouement? Il y a un dénouement de la crise là-bas. On a assassiné Kadhafi, on a assassiné beaucoup de Libyens. Ce n'est pas un dénouement. Vous allez voir ce qui va se passer dans les mois et dans les années qui vont venir. Là, surtout en Libye et dans un certain nombre de pays arabes. Ça va être quoi? Un autre Irak? Mais ça va être un désordre très important et la guerre va continuer. Vous croyez que la guerre est finie là? Et c'est pour cela que moi je lance un appel aux Camerounais. Parce que je lis dans les journaux depuis que je suis rentré une semaine là qu'on saisit des munitions et des choses comme ça. N'apportez pas cette guerre là au Cameroun. Ce n'est pas nécessaire. N'allez pas faire la guerre des autres en croyant que vous êtes en train de faire la guerre parce que vous voulez changer quelque chose chez vous. Nous n'avons pas besoin de la guerre que les autres viennent, c'est-à-dire que ce soit les Européens ou les Américains, etc. Nous sommes tellement riches que chacun veut sa part ici au Cameroun. N'est-ce pas? Tous ces étrangers-là, chacun veut sa part, mais qui ne nous apporte pas cette guerre. Et les Camerounais doivent être assez mûrs pour comprendre qu'on ne doit pas faire la guerre des autres chez nous. Parce qu'eux, ils ne vont pas mourir. En Libye, ils ne sont pas morts. Quand je suis entré ici, j'ai dit que la science, le savoir, la gestion du savoir est très importante. Avec le savoir, eux, ils sont dans l'air, personne ne meurt. Mais c'est vous qui mourrez par terre là. Et vous faites leur guerre. Pardon, que le Cameroun soit épargné, que les Camerounais comprennent que politiquement, nous n'avons pas besoin de guerre, qu'on essaie de trouver d'autres solutions c'est-à-dire pour la gestion de notre pays. Mais encore une fois,
On a besoin de patriotes, de gens qui veulent que ce pays avance, et ras-le-bol avec tous ces gens qui ne comptent que au niveau de la corruption, donne-moi l'argent, je veux avoir un poste pour avoir l'argent. Pardon, ras-le-bol. Il faut voir où le monde va et qu'on fasse tout pour qu'il n'y ait pas une troisième guerre mondiale. Vous savez, moi j'ai été coopté comme membre du comité international d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. J'avais 28 ans. Et j'étais avec les généraux français, britanniques, soviétiques, américains qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale. Cette guerre viendrait d'où? Mais de tous ces conflits-là parce que pour qu'il y ait guerre, il faut qu'il y ait deux blocs militaires assez... Aujourd'hui, oui. Est-ce que la situation se présente ainsi? Mais vous savez, on ne sait jamais quand est-ce que c'est enclenché. Mais la crise, là, vous voyez bien que l'Europe est en pleine crise. L'Europe n'arrive plus à se financer. Bon, maintenant, ils peuvent venir, croire qu'ils peuvent bombarder comme ils sont en train de bombarder là, en disant qu'on vient vous sauver, on vient vous donner la démocratie, des bêtises comme ça. Je pèse mes mots en tant que professeur d'université. Ras-le-bol, je veux dire, avec cette propagande-là qui vous cache les yeux. Donc, je dis que toute cette déstabilisation-là dans les pays africains a des répercussions au niveau international. Et les Chinois, là, n'est-ce pas, qui au niveau des réserves, c'est eux qui ont 60%, et Sarkozy l'a reconnu il y a quelques jours, je dis, que les Chinois ont 60% des réserves mondiales. Donc, mais ils n'ont peut-être pas encore la capacité militaire, et encore, qui sait ce qu'ils sont en train de développer là-bas? Pardon, laissez l'Afrique tranquille. Mais pour qu'on laisse l'Afrique tranquille, c'est les Africains qui doivent eux-mêmes comprendre les enjeux et se mettre au travail. Professeur Kouma Ndoumbe Troua, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Radio Equinox. Vous êtes aujourd'hui enseignant à l'université de Yaoundé 1, vous avez été enseignant à l'université de Lyon 2 en France, à l'université libre de Berlin en Allemagne. Vous êtes professeur des universités en études germaniques, en histoire et en sciences politiques. Vous êtes le patron de la Fondation Afrique Avenir, située à Bonabéry. Une Fondation Afrique Avenir avec une bibliothèque très fournie, qu'on invite d'ailleurs les auditeurs à visiter. Il y a beaucoup d'ouvrages, surtout des ouvrages très récents, comme celui qu'on a cité tout à l'heure, sous la direction du professeur Jean-Emmanuel Pondy, sur la vision de l'Afrique par rapport à la gestion des affaires du monde. Mais vous savez, moi, je prends ma retraite cette année à l'université de Yaoundé. Mais je continue à Afrique Avenir. Afrique Avenir aujourd'hui est ici, et à Berlin, et à Vienne, et à Windhoek en Namibie, et bientôt à Cotonou. Mais que les gens aillent sur le site www.afriqueavenir.org, mais Afrique avec CA. Et vous verrez tout ce que... Enfin, nous essayons de donner le maximum d'informations pour que les Africains voient où est la direction et comment ils pourraient faire. Merci, professeur Kouma Ndoumbe Troua. Je voudrais également préciser que vous avez été, et d'ailleurs vous l'avez signalé tout à l'heure, membre coopté du Comité international pour la Seconde Guerre mondiale. Oui, depuis 60. En espérant que vous travaillez pour qu'il n'y ait pas de Troisième Guerre mondiale. Merci à Hervé Nanda qui a assuré la réalisation technique de cette émission, préparée et présentée par Duval Fango. Excellent dimanche à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci.